Bonjour à tous. Effectivement, donc Terra, c'est une agence qui a été créée en 2010 et qui opère en fait sur tout l'Équateur en fait depuis Quito et aussi bien sur les Galapagos. Je vais laisser donc Nicolas vous présenter cette destination assez méconnue. Merci. À tout de suite. Parfait, merci. Donc oui, je me présente également, je m'appelle Nicolas Goronflot, je suis responsable commercial de l'agence ici à Quito. Je vis ici depuis déjà maintenant 4 ans. J'ai eu l'occasion de visiter le pays et donc je vais vous en parler un petit peu de ce petit pays qui a tant à offrir et pour que vous puissiez le positionner et le promouvoir auprès de vos prescripteurs et auprès de vos voyageurs. On va faire une présentation assez succincte en 3 temps. La première, c'est vous présenter les 4 mondes de l'Équateur, la richesse et la biodiversité de ce magnifique pays. Quelques bonnes raisons pour venir, si d'aventure j'avais pas été suffisamment convaincant, et puis des conseils et des tips pour vous faciliter la présentation de la destination et les argumentaires que vous pourriez avoir avec vos clients et vos prospects. Concrètement, l'Équateur, c'est un petit pays, c'est la moitié de la France, c'est un petit pays qui est lové dans les Andes, entre la Colombie au nord et le Pérou au sud. 15 millions d'habitants, la capitale est à Quito, la monnaie qui accourt, c'est le dollar américain. On y parle forcément espagnol, et c'est desservi très facilement en aérien par des vols quotidiens Iberia, KLM, Air ou Delta, avec une connexion. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas de vaccination qui soit requise, pas de fièvre jaune donc, et pas de visa requis pour les ressortissants de l'Union européenne, c'est-à-dire que par les aéroports internationaux du pays, à la fois Quito ou Guayaquil, sur la côte pacifique, vous avez un visa de 90 jours gratuitement délivré sur votre passeport. C'est facile et efficace. En quelques mots, l'Équateur. C'est un petit pays, c'est le plus petit pays des pays andins, de nos voisins, mais c'est aussi le plus facile à visiter. Sur un petit territoire, vous disposez d'une remarquable biodiversité et de diversité de paysages. Donc en fait, sur un seul territoire, vous aurez l'impression de visiter 4 pays différents. C'est un véritable concentré d'Amérique du Sud, tant sur la partie amazonienne que la partie andine, que sur la côte pacifique, et bien évidemment, les Galapagos. Donc c'est le pays des 4 mondes, pour ces Andes, pour ces plages de cocotiers sur la côte, voilà. Pour les Galapagos, qui est l'archipel de Darwin, qui est au large, dans le Pacifique, à plus de 1000 km, ainsi que pour la partie andine et ses sommets enneigés. Je vous propose de rentrer dans le détail sur les 4 mondes qui qualifient et qui décrivent le mieux notre petit pays, que nous aimons tant. Concrètement, Quito et l'Équateur se caractérisent par des villes coloniales liées à l'histoire de la conquista et des liens avec l'Espagne. L'architecture, Quito c'est le point d'entrée de l'Équateur. Nos voyageurs y arrivent généralement en fin de journée, c'est les plans de vol internationaux, et il dédie 1 à 2 jours. Il y a une riche offre culturelle importante dans la capitale équatorienne, qui est une très bonne entrée en matière justement pour se remettre d'un vol long courrier et de découvrir les couvents, les églises, l'offre culturelle avec les nombreux musées. Et donc effectivement, Quito c'est vraiment le point d'entrée de l'Équateur qui justifie en tant que tel d'y consacrer du temps. L'autre argument, effectivement, et l'autre point fort des Andes, c'est l'avenue des volcans. Il faut savoir en fait que l'Équateur se caractérise par une double cordillère, à la fois une cordillère orientale et occidentale, avec des volcans enneigés très faciles d'accès par la route. On a un réseau routier de qualité, avec des volcans qui vont entre 4000 et 6310 mètres pour le point culminant, le Chimborazo, et qui sont un terrain de jeu fabuleux pour tout type d'expériences et d'aventures, que ce soit des randonnées à la journée, des balades, des treks, des ascensions pour les plus aventuriers. Effectivement, cette terre de lagunes et de volcans offre justement un vaste panel d'activités pour tout type de public. Nos programmes sont construits avec un programme d'acclimatation progressif qui laisse le temps au corps de s'adapter à l'altitude. On est moins concerné que nos homologues péruviens ou boliviens avec le mal des montagnes, pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans la vallée, dans l'avenue des volcans, vous êtes entre 2000 et 2500 mètres. Donc pas de problème d'altitude, c'est là où les passagers dorment, dans les haciendas, dans les différents lodges que nous avons dans la région, et montent en altitude à la journée pour y pratiquer leurs activités. Donc de ce côté-là, soyez rassurés, c'est un point important, mais ça offre une vaste diversité de panoramas et d'échelles d'altitude, justement pour se régaler et pour découvrir les Andes sous le regard communautaire, à pied, sous la découverte des marchés, également indigènes. On a beaucoup de marchés, chacun ayant leur date, propre à chacune des ethnies, mais qui sont un grand moyen et un bon moyen d'entrer en relation justement avec les pratiques, les échanges, la nourriture, les animaux. Les marchés des randins sont vraiment une spécificité propre de l'Équateur, ils sont très authentiques, très peu touristiques, puisqu'en fait ils sont surtout dédiés aux communautés pour elles-mêmes, pour faire leurs échanges hebdomadaires, pour échanger les produits d'alimentation et de première nécessité. Et justement, le fait de venir en Équateur vous permet de les découvrir et de le ressentir au plus près.
L'autre argument et l'autre point de différenciation des Andes équatoriennes, c'est son authenticité. On a une diversité ethnique riche qui se caractérise par des costumes, par des traditions et par effectivement des pratiques religieuses autour de la cosmovision, autour du syncrétisme entre la Pachamama et la religion catholique, qui font justement toute une richesse et une granulosité très intéressante à appréhender en quelques jours. Et ça, les voyageurs sont vraiment capables de le ressentir avec nos guides et nos chauffeurs. L'autre point fort des Andes équatoriennes, c'est effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la diversité des paysages et la diversité des altitudes et donc des climats qui permettent à chacun d'effectuer des activités en plein air, aventure. Ça peut être du rafting, ça peut être du canyoning, ça peut être du canopy ou de la parabita, comme le présente William à l'instant, du cheval, du VTT. Enfin voilà. En tout cas, en termes de sport en plein air, il y a vraiment toute une large gamme accessible à tout type de public qu'on peut vous proposer et qui sont facilement réalisables toute l'année. Et l'autre point important dans la dimension culturelle et historique des Andes, c'est la présence d'haciendas. On a des haciendas historiques qui datent pour la plupart du XVIe, XVIIe siècle, qui sont propriétés de grandes familles équatoriennes et qui sont aujourd'hui visitables, et pour la plupart on peut y dormir. Elles ont été reconverties en hôtels 4, 5 étoiles, et donc c'est un pan du patrimoine équatorien qui est accessible à tout type de voyageurs. En cas juste de visite, vous pourrez dédier une nuit pour découvrir justement cette architecture si particulière et si riche, qui retrace l'histoire de l'Équateur et l'histoire de son mélange. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les Andes. Je vous propose désormais de passer sur un autre monde de l'Équateur. C'est la partie amazonienne. Est-ce que tu peux revenir sur la carte, s'il te plaît, William? On a deux types d'Amazonie en Équateur. Concrètement, on a la zone de l'Amazonie primaire, autour des parcs du Cuyabeno et du Yasuni, donc qui est tout à l'est du pays. C'est ce qu'on appelle une zone préservée. C'est une forêt qui n'est pas contactée, qui n'est pas impactée par l'activité économique humaine. Et donc à ce titre, on a une végétation, une faune, une flore vraiment préservée. Et une richesse ethnique avec les différents peuples des nations amazoniennes de l'Équateur. Les Quichua, bien évidemment, mais également les Cofan au nord, dans le Cuyabeno. Vous avez également dans l'Yasuni toutes les populations Quichua, et au sud, plutôt le peuple Achuar. Mais ça, ce sont les grandes populations. Dans le détail, on a beaucoup plus de granulosité et beaucoup plus de spécificité culturelle qu'on vous propose de découvrir dans le cadre de voyages sur mesure. L'autre partie de l'Amazonie, c'est l'Amazonie secondaire, qui est accessible beaucoup plus facilement par la route, sur les contreforts de la Sierra orientale, autour de Tena Misaoui, voilà ce que vous présente William, qui offre une autre offre touristique de qualité. C'est peu ou prou les mêmes activités, c'est juste un moyen d'entrée plus facile dans l'Amazonie, avec une forêt qui est un petit peu moins riche, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'animaux à y observer, mais la dimension communautaire est toujours aussi importante. Je vous présente quelques images pour vous donner un petit peu des inspirations. C'est une vraie immersion dans l'Amazonie, les gens y viennent minimum pour 3, 4 à 5 jours, justement pour ressentir le lien avec la nature, découvrir les pratiques des populations locales en termes de pêche, en termes de chasse, en termes de plantes naturelles, et ici, surtout y découvrir une faune et une flore riche. Donc là, vous avez des exemples de perruches et de perroquets qui viennent sur le Saladero. Justement, cette photo, je l'ai prise il y a cela 15 jours, dans le parc national du Yasuni, près du Napo Wildlife, où justement les oiseaux viennent tous les matins au Saladero pour justement rééquilibrer leur pH interne, suite aux fruits trop mûrs qu'ils mangent. Donc voilà, le principe des activités en Amazonie, c'est surtout d'être au plus près de la nature, et on se lève tôt, et on a des guides naturalistes indigènes et un guide naturaliste équatorien, en espagnol, en français ou en anglais, pour justement découvrir et ressentir la proximité de la faune et la flore qui sont vraiment endémiques et qui est préservée. L'autre point fort de l'Amazonie équatorienne, par rapport à nos homologues péruviens ou boliviens, c'est sa capacité à vous permettre d'accéder rapidement à une diversité énorme de peuples indigènes qui sont fiers de leur culture, qui se caractérisent par des cosmovisions différentes, par des pratiques alimentaires, par des pratiques de chasse, par des mythes fondateurs différents, et sur lesquels on peut emmener justement tout type de voyageurs. De la famille aux aventuriers les plus poussés, on peut tout à fait facilement concevoir des séjours sur mesure pour rencontrer les différentes peuples et nationalités équatoriennes de l'Amazonie. Le point positif de l'Amazonie équatorienne également, et ça c'est un point aussi sur lequel je veux insister, c'est qu'on a tout type d'offres d'hébergement. On a les lodges de 4 étoiles qui sont accessibles en pirogue, puis avec un vol en avion préalable, donc une immersion profonde vers l'Amazonie, vers des contrées inexplorées,
pour avoir des écosystèmes préservés, avec un niveau de service tout à fait de qualité supérieure, 4-5 étoiles, je vous le dis. Et on a également d'autres types de loges plus familiaux qui correspondent à des profils de voyageurs moins fortunés, mais avec un niveau de service tout aussi excellent, puisque tous nos fournisseurs, on les connaît, et donc on les connaît en direct, on les a pratiqués, on les teste régulièrement, et donc on est très légitime pour vous en parler. Voilà un petit peu le panel, en tout cas global, sur l'Amazonie. Je vous propose de partir en Galapagos, qui est vraiment la cerise ou la vraie spécificité de l'Équateur, donc l'archipel des Galapagos, qu'on appelle également l'archipel de Darwin, ou les îles enchantées, qui se situe à plus de 1000 km depuis le continent. Donc on y accède en vol domestique depuis Quito ou Guayaquil. Tu peux revenir, c'est juste que j'ai un petit. Merci. Voilà, vous décollez depuis Quito ou Guayaquil et vous atterrissez sur 2 îles dans l'archipel, que sont San Cristobal à l'est et Baltra au centre. Voilà. En gros, cet archipel, en fait, c'est une réserve de biosphère. Donc, toutes les activités touristiques, humaines, économiques des Galapagos sont gérées par le Parc national des Galapagos, justement pour limiter l'impact de l'homme sur la faune et la flore. La plupart des espèces sont endémiques et sont préservées. C'est une réserve marine, bien évidemment. Donc, pour les plongeurs, c'est un vrai paradis. Mais c'est surtout l'occasion, au cours de ce voyage, qui n'est pas un voyage balnéaire, mais qui est un voyage naturaliste, de ressentir une proximité jusque-là inégalée entre la faune et la flore. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme n'est qu'un humble invité aux Galapagos, les animaux vivent librement, en toute tranquillité, n'ont pas peur de nous. Et vous y verrez vraiment les espèces emblématiques des Galapagos qui attirent les voyageurs du monde entier, que ce soit les fous à pattes bleues pour rencontrer justement nos origines. Ça va peut-être également des tortues, les tortues terrestres, les tortues géantes, qui ont donné leur nom à l'archipel des Galapagos. Vous avez également d'autres types de faune aquatique, les crabes, les fous, les phoques, également les iguanes terrestres et marins, qui sont des espèces propres aux Galapagos, qui ont connu un circuit de développement qui leur est propre en termes d'évolution, et surtout la plongée. Là, je fais un petit aparté de 2 secondes. Je suis dive master, je suis passionné de plongée, et je considère, les plongeurs savent très bien que les Galapagos sont vraiment la Mecque, un des Graals de tout plongeur. Il faut savoir que du fait de cette classification en sanctuaire marin, vous avez sous les Galapagos une richesse, une biodiversité en termes de pélagique absolument fabuleuse. Les requins marteaux n'en sont qu'un exemple. Mais vraiment, pour les plongeurs, c'est vraiment un endroit riche et exceptionnel. Donc, à titre personnel, je vous invite vraiment à essayer de convaincre vos passagers de venir plonger aux Galapagos. Il faut qu'ils aient un niveau suffisant. Je parle d'une trentaine de plongées et être habitué à des plongées dérivantes. Mais c'est vraiment un énorme bonheur que de s'immerger aux Galapagos, avec des conditions optimales toute l'année. Voilà. L'autre activité aux Galapagos, l'autre possibilité, c'est effectivement de découvrir tout simplement les activités terrestres, sans avoir besoin de mettre un masque, un tuba ou des bouteilles. C'est simplement marcher. Les activités sont encadrées avec des guides naturalistes, justement pour vous donner des éléments d'information et du contenu de qualité quant à l'histoire géologique des Galapagos, ainsi que les spécificités de faune et flore. Donc ce sont des activités de visite à la journée, avec un guide qui vous permet justement d'appréhender un écosystème très volcanique, très aride finalement, mais qui vous permet de ressentir justement l'histoire de l'origine et puis l'histoire volcanique de l'archipel propre aux Galapagos. Et puis dernier point, la côte, c'est le 4e monde de l'Équateur. Je ne vais pas beaucoup insister parce que la côte, on l'utilise plutôt comme une activité de balnéaire pour finir en douceur en fait un séjour. La partie nord de la côte pacifique, de la région d'Esmeraldas, n'est pas touristique, donc on propose très peu de séjours et d'activités dans cette zone de l'Équateur. Ça se concentre plutôt autour de Puerto Lopez et la réserve de Machalilla. Les gens considèrent parfois que cette partie correspond au Galapagos du pauvre, c'est-à-dire qu'en fait c'est moins cher que d'arriver au Galapagos parce qu'on n'a pas le vol de $600 plus la taxe d'entrée de séjour des Galapagos qui coûte $120 par personne pour tout le séjour. Là c'est gratuit et vous pouvez y appréhender une partie de la faune propre aux Galapagos, à savoir les fous à pattes bleues. C'est aussi le repère des baleines. Les baleines à bosse migrent et donc dans le cadre de leur remontée du Pacifique passent dans cette zone de juin à septembre. On peut l'observer du coup à ce moment-là. C'est vraiment une expérience magique, notamment pour les enfants et pour les familles. Mais globalement, on utilise plutôt la côte pacifique pour du balnéaire, avec des belles plages, des cocotiers, du sable blanc. Ça reste le Pacifique, on est d'accord, c'est pas le Caraïbe. Ce faisant, c'est une bonne alternative aux Galapagos pour finir en douceur un beau périple et découvrir un 3e monde propre à l'Équateur. Voilà un petit peu en synthèse que je voulais vous dire sur la promotion de la destination. C'est pas forcément l'objectif de ce jour. L'objectif, c'est plutôt vous donner des conseils pour promouvoir et pitcher ce beau pays qu'est l'Équateur et les Galapagos. Les bonnes raisons pour venir. Pourquoi y aller? Concrètement, quelles sont les objections auxquelles nous faisons face tous les jours
avec vous, avec nos clients en direct, avec nos voyageurs. Pourquoi venir en Équateur? Concrètement, c'est surtout par la mosaïque ethnique. Sur un petit pays, vous avez des populations aussi accueillantes que souriantes. Vous avez des écosystèmes fabuleux, vraiment préservés, avec une multitude de parcs nationaux qui sont tous gratuits et qui permettent à tout à chacun de ressentir la biodiversité. L'Équateur est un pays de méga diversité au passage, surtout pour ses sommets enneigés, donc là on remonte plutôt dans les Andes, sur le long de la vue des volcans, pour des treks, pour des randonnées, pour découvrir les cultures, les traditions, l'agriculture, la pharmacopée, et puis pour les plus aventurés, des ascensions tout simplement pour monter sur les volcans qui sont à plus de 5700 mètres. Le volcan Cotopaxi n'est plus accessible aujourd'hui du fait de son activité volcanique, mais il reste le Cayambe à 5700 mètres, l'Ancien à 5800, le Chimborazo. À titre personnel, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir grimper au sommet de ces monstres sacrés. Et effectivement, je me ferai un plaisir de vous en dire plus, mais c'est réservé à des aventuriers avec des parcours d'acclimatation progressive. Néanmoins, le terrain de jeu est là. La même chose pour l'Amazonie, elle est vraiment authentique. Elle est préservée et je pense que c'est vraiment la plus riche, en tout cas du continent en termes d'accessibilité. Soyons clairs, je n'entre pas en conflit avec mes homologues péruviens, boliviens, brésiliens ou colombiens, mais l'Amazonie équatorienne est vraiment d'une richesse absolument incroyable et est très facile d'accès, sans problématique d'insécurité et de paludisme. Et donc à ce titre, c'est vraiment facile pour tout le monde. La faune et la flore, on est déjà revenu dessus. Les cultures préhispaniques, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que l'Équateur a été colonisé par les Incas à la fin du XVe siècle. Donc on a quelques vestiges archéologiques importants, mais ce qui surtout prime, ce sont les populations, les immersions communautaires. C'est-à-dire que les populations pré-Incas sont toujours là, elles ont valorisé et préservé leur patrimoine et leurs traditions. Et donc justement, venir dans les Andes, c'est aussi une façon de les découvrir et de le ressentir au plus près, que ce soit dans le cadre d'immersions communautaires, d'échanges avec l'habitant, de cours de cuisine, justement pour toucher au plus près cette nourriture. Franchement, on se régale, moi je mange vraiment excellemment tous les jours. Et justement, le corollaire de l'alimentaire, c'est la découverte des marchés indigènes colorés. On a beaucoup d'artisanat en Équateur, on a beaucoup de produits frais, on a effectivement de la céramique, voilà, je peux vous présenter un petit peu ça, la culture Hamacoaqué de la côte pacifique. On a également, bien évidemment, le chocolat. L'Équateur, c'est le pays du chocolat. Donc on organise des dégustations avec Pacari, qui est un opérateur qui fait du cacao organique et équitable, qui permettent à nos voyageurs justement de découvrir et de savourer le cacao et le chocolat tel que fabriqué en Équateur. C'est vraiment le berceau du cacao, donc c'est un élément différenciant et spécifique de l'Équateur. Les villes coloniales, Quito, Cuenca, Guayaquil, qui sont classées patrimoine mondial de l'humanité UNESCO. Les haciendas, qui sont des points d'entrée, tant sur l'hébergement que sur une histoire architecturale riche, pour ressentir la beauté et la richesse des grandes familles équatoriennes. Les spots de plongée, on peut en revenir bien évidemment en petit comité par la suite, mais sachez que c'est vraiment incroyable. Et puis surtout, la médecine traditionnelle. On n'en parle pas assez, et nous on veut mettre l'emphase là-dessus, c'est l'offre bien-être en Équateur. Dans le cadre de retraite, dans le cadre de séjours de remise en forme, de cocooning, on a une vraie économie, on a des vrais services à la fois originaux, dans des cas absolument sublimes, pour permettre justement à tout type de voyageurs mais justement de se restaurer, de se reconnecter, de bénéficier des énergies propres à l'Équateur, dans le cadre de séjours 4, 5 étoiles avec des spas et des massages vraiment originaux. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais on pourra en discuter en privé par la suite. Quelques tips, quelques conseils par rapport à l'Équateur. Alors, comment nous opérons? Terrandina Ecuador est une petite agence franco-équatorienne, William vous l'a précisé tout à l'heure. Nous, on est tous des passionnés. On vit ici depuis 3, 4, 5 ans, on connaît parfaitement notre territoire, on pratique tous les week-ends, c'est pour ça qu'on est heureux et qu'on est ici. Nos voyages, du coup, sont organisés sur mesure et sont des voyages privatifs, soit avec un guide privé et ou un chauffeur local. Nos guides parlent tous français, anglais, espagnol, et pour les cas particuliers, on a la disponibilité pour des guides en italien et en allemand. Pour les aventuriers un peu plus baroudeurs, on a la possibilité de faire des voyages en retour, à location de véhicules. Sachez que le réseau routier équatorien est tout neuf et de qualité, donc c'est vraiment facile de se déplacer. La difficulté, c'est plutôt l'absence de signalétique, les comportements des Équatoriens sur la route, mais ça, vous savez très bien ce que c'est de conduire à l'étranger. On réserve plutôt à des gens qui parlent au moins la langue, c'est plus facile pour repérer son chemin, ou en tout cas interpréter les explications des autochtones, mais c'est une option. Les vols internationaux, vous le savez, c'est vous qui les émettez en direct, de toute façon. On a des connexions quotidiennes que je vous l'expliquais avec les compagnies Iberia KLM, qui sont les plus simples, entrée par Quito, sortie par Guayaquil. Et nous prenons en charge par contre les vols domestiques pour l'Amazonie ou pour les Galapagos.
C'est plus simple, on a la main sur cette qualité de prestation, ça nous sécurise, et d'autant plus que c'est généralement imposé soit par les lodges, soit par les bateaux de croisière. Les offres hôtelières, on fera un webinaire spécifique si vous le souhaitez là-dessus. Et concrètement, on dispose de lodges de qualité dans tout le pays, et surtout en Amazonie profonde, pour des séjours minimum de 4 jours, ça va de 3 ou 5 étoiles. Même chose pour les haciendas dans les Andes ou sur la côte Pacifique. Et puis vous avez également les croisières des Galapagos. On voit les Galapagos deux façons d'appréhender la biodiversité et la richesse de l'archipel, soit dans le cadre de croisières naturalistes, pour une durée de 3 à 4 jours, soit dans le cadre d'island hopping, qui sont moins onéreux, c'est-à-dire que l'island hopping, c'est que vous dormez en fait le soir sur une des 3 îles qui sont habitées de l'archipel, San Cristobal, Isabela et Santa Cruz, et vous avez des activités de visite à la journée. Tout simplement moins sur l'archipel, mais sur un 5 jours, vous avez un équilibre une approche assez exhaustive de l'archipel. L'autre point, c'est que bien évidemment, qui dit voyage sur mesure dit une capacité à s'adapter à tout type de profil de voyageurs, de la famille, de la lune de miel. Je travaille beaucoup sur la lune de miel en ce moment, justement. Des amis qui se retrouvent. Pour l'individuel, du groupe, du GIR, du FIT. On travaille, comme vous le savez chez Terra, sur le circuit combiné avec nos homologues de Terra Colombia, de Terra Pérou, de Terra Chile. Et on peut inventer des circuits d'exception, évidemment, sur mesure. Le point important que vous ayez à l'esprit et qu'il faut garder en tête, c'est que nos tarifs sont bien évidemment différenciés entre les clients web qui nous contactent en direct et les agences. Et à ce titre, soyez rassurés, c'est un point important, c'est que si on a une configuration de doublon, un passager qui passe par une agence et nous contacte en direct, on renverra de toute façon par l'agence. C'est vous qui avez la main, c'est vous qui avez la relation client, on travaille avec vous dans la durée et avec grand plaisir. Et donc c'est vraiment le canal agence qui a la primauté, soyez serein par rapport à cette thématique de cannibalisation potentielle qui n'existe vraiment pas. Quelques questions récurrentes auxquelles j'ai peut-être déjà un petit peu répondu, mais sur lesquelles je souhaite juste mettre l'emphase rapidement, en vous disant qu'au-delà du fait que l'équateur soit visitable toute l'année par rapport à la météo, qu'il n'y ait pas de contrainte de visa ni de contrainte médicale, ça reste une décision qui est un petit peu onéreuse. Onéreuse pourquoi? Parce qu'on a un pays dollar, parce qu'on a les Galapagos au menu, il faut compter $600 pour venir juste sur l'archipel sur un vol domestique, plus les $120 d'accès au parc national, plus les activités journalières qui sont forcément encadrées avec des guides naturalistes. Donc à ce titre, effectivement, ça renchérit le coût du budget, on est sur une base de 200 à $300 par jour et par personne sur de la catégorie standard. Les volcans sont accessibles à tous, ça c'est un point aussi. La question de l'acclimatation est traitée avec la plus grande attention chez nous, c'est-à-dire qu'on laisse le temps à nos voyageurs le temps de s'acclimater en termes de métabolisme pour pouvoir monter en altitude et pas être confronté au mal des montagnes. C'est vraiment marginal ici, en tout cas dans la vallée et dans les activités à 3500 mètres, 4000 mètres. Privilégier l'Amazonie en Équateur, c'est assez clair. Je pense que c'est plutôt par son accessibilité, sa facilité et sa richesse. Le luxe, c'est quelque chose de naissant en Équateur, c'est-à-dire que c'est pas une destination, c'est un petit pays qui a bien changé, comme certains d'entre vous peuvent le constater, à savoir qu'il y a 10 ans, c'était plutôt une destination qui était low cost, un peu backpacker. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est vraiment du tourisme qualitatif, un petit peu sélectif. En tout cas, c'est pas du tourisme de masse. C'est du tourisme vraiment de passionnés qui viennent en Équateur rechercher justement une biodiversité et un voyage multiple. Et donc, effectivement, on a des offres de grande qualité d'hébergement à vous proposer si vous souhaitez pour des profils de clients plus exigeants. L'autre point, effectivement, c'est de dire que les Galapagos sont un petit peu une décision technique à opérer du fait de l'offre restreinte des bateaux et des hôtels, et que donc, du coup, le mieux, c'est qu'on anticipe. Il faut nous solliciter, s'il vous plaît, en amont. Je parle de 3-4 mois par anticipation pour pouvoir avoir la disponibilité, surtout quand vous voyagez en juillet-août, qui est la haute saison. Et donc, c'est important qu'on échange avec vous préalablement pour vous expliquer comment on opère les Galapagos, quelles sont les contraintes à la fois légales et disponibilité pour pouvoir offrir la meilleure gamme de services et des vraies présences sur mesure à vos voyageurs. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est que n'hésitez pas à nous contacter, moi ou toute l'équipe commerciale ici, pour des cotations ad hoc. On sera capable de vous expliquer plus tranquillement et plus longuement, avec plus de détails, comment au mieux présenter votre voyage, votre expérience. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Merci Nico. Écoute, je crois qu'on va présenter quand même toute l'équipe. Oui, ça serait bien qu'il y ait des visages qui soient associés à notre discours. Karen. Alors, Karen qui s'occupe des opérations, donc c'est elle qui, une vente est effectuée, fait en sorte que ce soit un succès, que les gens repartent complètement satisfaits. Karen. Lauriane. Bonjour. Au commercial. Maria. Bonjour.
Marcel également, qui fait donc plutôt spécialiste des voyages luxe. Et puis Liliana également, c'est important que toute l'équipe soit présente. Voilà. Voilà, Liliana qui est équatorienne, qui s'occupe de la partie finance et logistique. Donc voilà, Clarène et Liliana sont vos 2 anges gardiens sur place quand vous êtes dans notre beau pays à voyager, qui prennent soin de vous, qui font en sorte que tout le voyage qu'on aura défini ensemble préalablement se déroule dans les meilleures conditions. Voilà un petit peu pour la présentation de l'équipe. On voulait remercier l'équipe de Together également pour son support logistique et technique pour cette organisation. Merci Thomas, merci Ismaël. Et puis surtout, on va passer à la partie questions, bien évidemment, qui va vous intéresser plus. Donc là, c'est un petit peu à vous de nous remonter ce que Gloriane va faire une petite session de questions qui ont été exprimées sur le chat. Et pendant qu'on y répond, n'hésitez pas surtout à nous revenir pour des demandes de formation sur mesure plus poussées, plus spécifiques sur la plongée, sur les treks, sur les Galapagos. On a plein de modules qu'on a construits et qu'on souhaite partager avec grand plaisir avec vous. On est à votre disposition pour partager ce matériel pédagogique et puis remonter d'autres webinaires ad hoc si vous le souhaitez pour vous et vos équipes. Voilà, quelques questions peut-être? Alors, il y a une question de Jean-Charles qui demande si on utilise des services de guide de haute montagne pour les ascensions de volcans et de montagnes. Ok Jean-Charles, la question effectivement sur la haute montagne, ce qu'on appelle l'andinisme ici en Équateur, est importante. Il faut savoir qu'en fait la réglementation équatorienne impose que pour toute ascension sur des volcans supérieurs à 5000 mètres, on ait recours à des guides de haute montagne qui soient accrédités et certifiés tous les ans par le ministère de l'Environnement. Donc ce sont des guides qui ont des ratios d'encadrement restreints, c'est un guide de haute montagne pour 2 voyageurs. Le guide met à disposition le matériel technique, harnais, piolets, crampons, les cordes, et surtout il a l'expertise et la connaissance de l'écosystème montagne par rapport à la glace, par rapport aux conditions météorologiques, pour réussir l'ascension dans les meilleures conditions, sachant que les taux de réussite varient entre 30 et 50% dans le meilleur des cas selon les conditions météorologiques et l'entraînement physique des voyageurs. On a une autre question de Madame Beau qui demande s'il y a des croisières en Amazonie. Oui, vous avez raison Madame Beau, en Amazonie, on a des croisières en Amazonie. On a 2 types de bateaux qui opèrent sur le fleuve Napo. Donc le fleuve Napo se situe à l'est. Est-ce que tu peux remettre sur la carte, William, s'il te plaît? Ce sera peut-être plus facile. Donc le fleuve Napo, c'est le grand fleuve navigable de l'Équateur. On a Pastaza plus au sud, mais c'est surtout le Napo que William vous présente ici. Et 2 bateaux opèrent des croisières de 4, 5 et 8 jours. Il s'agit des bateaux Manati et Anaconda, qui sont peu ou prou une autre façon d'appréhender la biodiversité de l'Amazonie, sans dormir dans des lodges, mais en dormant à bord de bateaux qui sont des bateaux à type roue à aube. Alors, il y en a un qui est en 3 étoiles et un qui est en 4 étoiles, vraiment luxe, pour donc des vaisseaux qui sont chers, mais qui sont vraiment de très grande qualité. Une autre question aussi de Adeline Thomas qui demande plus d'informations au niveau des trains andins. Alors effectivement, Adeline, tu as raison, c'est un point sur lequel on ne met pas suffisamment l'emphase. À savoir le train andin. Alors le train andin, en fait, on a une ligne de chemin de fer qui a été construite par les Anglais et les Équatoriens en 1870 qui reliait Guayaquil à Quito, donc en fait qui connecte l'Amazonie, enfin, les Andes pardon, à la côte Pacifique. Donc on a une croisière, ce qu'on appelle le train croisière, qui dessert Quito-Guayaquil ou Guayaquil-Quito, qui est opéré par les chemins de fer équatoriens qui opèrent un séjour toutes les semaines. C'est sur format 4 jours. Les voyageurs ne dorment pas dans le train, ils naviguent dans le train et dorment dans les haciendas le soir. C'est une solution qui est assez originale pour appréhender les paysages très particuliers et vraiment stupéfiants des Andes équatoriennes, avec des guides anglophones. L'autre possibilité, c'est de faire des segments de ce train, c'est-à-dire qu'on peut vendre une sortie à la journée de quelques heures. On a effectivement la nariz del diablo, ou le nez du diable, qui correspond à un segment bien particulier entre Anaosi et Sibambé, avec des paysages vraiment à couper le souffle, avec un train qui descend en zigzag au fond de la vallée, au fond du canyon. Donc les passagers ont l'occasion, au cours de ces voyages de 3 heures, de faire l'aller-retour, de voir les paysages et de connaître un peu plus l'histoire de construction du train en Équateur. Ça s'opère tous les jours de la semaine, sauf le lundi, et ça coûte environ $50. Un peu moins. On a une autre question encore de Martine Doucet qui demande quelle est la durée minimum sur place conseillée et si on fait des circuits de 8 jours. Ok, alors Clémentine, effectivement, c'est une vraie question, j'aurais peut-être pu le préciser. La durée d'un séjour au Galapagos ou en Équateur va dépendre du profil des voyageurs. Si on veut voir un petit peu les grands classiques, on va dire, ça sera probablement une quinzaine de jours. Pour un 8 jours, on peut juste thématiser et choisir une partie andine, peut-être autour de Quito, à Quito même, l'île coloniale, et ainsi qu'un ou 2 volcans avec quelques marchés colorés, et puis une extension de 4 jours, 5 jours en Amazonie, ou 4-5 jours au Galapagos. Sur 8 jours, il est possible de faire la descente, c'est un petit peu rapide, entre Quito et Guayaquil. Je vous conseillerais sincèrement sur 8 jours de focaliser sur les Andes
et de rester sur Quito, qui est une ville coloniale classée UNESCO. On a toutes les options, mais effectivement, si on veut avoir des temps de route respectables et permettre une expérience riche, je pense que voilà, 12 à 15 jours, c'est bien le b.a.-ba. Sachez qu'en moyenne, nos voyageurs qui viennent en Équateur viennent plutôt sur une 15 à 3 semaines. 15 jours à 3 semaines, pardon. On a Jean-Charles qui nous demande plus d'informations sur les autotours, si c'est possible d'en faire en Équateur, si les voitures de location ont des GPS. Oui, alors effectivement, les autotours, c'est quelque chose qui est nouveau en Équateur, qu'on a lancé justement ici il y a 2 ans, qui commence à fonctionner. Les véhicules sont neufs, on passe avec un prestataire international qui s'appelle Avis, pour être transparent, donc vous le connaissez tous. Les véhicules, du coup, sont tous fournis avec un GPS qu'on précharge à l'avance pour qu'il intègre déjà l'itinéraire des voyageurs. Alors, on leur remet un carnet de route où ils ont toutes les informations techniques pour se déplacer avec les contacts, les coordonnées des différents opérateurs. Et c'est pour cela que c'est important de parler espagnol, c'est mieux en tout cas. Et ils disposent effectivement de l'assistance H24 sur la route, ainsi qu'un kilométrage illimité. Et on a appliqué des ratios prudentiels pour leur permettre d'avoir une couverture illimitée en termes de dommages potentiels. Donc oui, l'autotour commence à émerger en Équateur, c'est encore un produit de niche, parce que c'est cher, les locations coûtent très cher, mais on peut le proposer pour des durées qui varient, voilà, pour le coup, ça dépendra des passagers, ça peut être 3 jours comme une quinzaine de jours sans aucun problème. Nous avons lui aussi qui nous demande quel est le budget pour un déjeuner dans un restaurant local. Alors, ou un dîner. Un déjeuner, Déjeuner ou dîner dans un ça va dépendre en fait de tous les profils. Effectivement, la gastronomie équatorienne est très riche. Sachez qu'un bon almuerzo, voilà, que moi j'ai mangé ce midi, c'est se compose toujours d'une soupe en entrée, un locro des papas, donc une soupe de pommes de terre. Vous avez généralement un plat principal qui va se composer de riz, on va pas se mentir, de bananes plantain et férolet, donc de haricots noirs. Et ensuite, ça peut être un morceau de poulet, du tilapia ou de la viande. Avec un jus de fruits, on a des fruits exotiques, on a riche, on a une vaste offre de produits exotiques toute l'année, avec la double cordillère, c'est vraiment un régal. Et donc le prix, concrètement, ça va être sur un marché, ça va être 4 $, on va dire. 4 $ avec ces 3 plats. Pour le midi, ça s'est servi jusqu'à 15 h à peu près. Pareil pour les petits déjeuners. Si vous voulez manger dans un restaurant un petit peu plus national, on va dire, ça coûtera 10 $. Et si vous voulez avoir des prestations plus gastronomiques, Dieu sait qu'on peut vous en proposer ici sur Quito ou dans le reste du pays parce qu'on a nos contacts. On est aussi français, donc amateur de bonne chair, et ça peut monter jusqu'à 15, 20, 25 $ sans aucun problème. Pour la haute cuisine, on a des plats, on a des menus d'exception à 100 $, et qui justement permettent de découvrir la richesse culinaire méconnue de l'Équateur par rapport à celle du Pérou. Ça c'est encore un petit peu injuste, ça va changer, on y travaille, mais voilà, pour un repas, comptez environ 5 $ sur un petit menu à l'almuerzo classico tous les midis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que... voilà, écoute, voilà, je crois qu'on a déjà les éléments de réponse qui sortent. Je vous remercie à tous. Attendez. Oui, Julien, par rapport au snorkeling au Galapagos. Au Galapagos, en fait, les visites sont toujours doubles. C'est-à-dire qu'on a toujours une activité de snorkeling pour découvrir la richesse sous-marine des Galapagos et une activité terrestre pour aller voir justement les espèces préservées. Pour la plongée, c'est soit des plongées à la journée depuis Santa Cruz, donc l'île centrale, avec des spots de plongée qui sont accessibles à 1 heure à peu près de navigation. Si vous voulez partir plus loin sur Darwin et Wolf, où les spots sont plutôt au large d'Isabella, sur la partie nord-ouest de l'archipel, c'est que dans le cadre de croisière plongée. Les bateaux de croisière qui opèrent au Galapagos sont soit naturalistes, soit plongés. Aucun bateau n'a de double licence, donc il faut choisir. Pour les voyageurs, un couple par exemple, où l'un des conjoints soit plongé et l'autre terrestre, il est possible qu'il y ait une sortie plongée pendant que l'autre fait un détour pour découvrir quelque chose, et ils se retrouvent tous les deux le soir à 15 h. La plongée, c'est un petit peu technique aussi. N'hésitez pas à me revenir en direct, je vous expliquerai plus précisément comment ça fonctionne. On a des contraintes, bien évidemment, de nos flights par rapport à la dernière immersion, etc. Donc, on a des packages sur mesure pour la plongée et pour mélanger les deux. C'est bon? Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre temps, de votre disponibilité, de votre attention. J'espère que j'ai été clair, que je n'ai pas parlé trop vite. Ça a été un plaisir, en tout cas, de vous partager ces quelques points sur l'Équateur. On va vous envoyer un petit mail avec le matériel pédagogique, bien évidemment, et surtout, on se tient à votre disposition, ici, toute l'équipe à Quito, pour vous faire des cotations sur mesure et pour vous apporter plus de valeur ajoutée et plus de détails. Vous l'avez compris, on est passionné, on aime l'Équateur, c'est pour ça qu'on y vit, et on a envie de vous le faire connaître et permettre à vos voyageurs, surtout, de pouvoir venir faire des expériences à la fois uniques et exclusives dans notre petit pays des 4 mondes. Merci beaucoup et très bonne journée. Hasta luego. Ciao.